Je m'appelle Logan, j'ai 34 ans. Et la semaine dernière, je me tenais dans mon allée, tenant un morceau de papier qui disait que je ne possédais plus ma maison. Avant de vous raconter comment j'ai mis les menottes à ma propre mère et regardé la Porsche de mon frère se faire remorquer, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je veux savoir qui me soutient sur ce coup-là. Cela a commencé un mardi ordinaire. Je venais de rentrer d'un quart de 10 heures. Je travaille comme architecte paysagiste, ce qui semble chic, mais signifie surtout que je passe mes journées dans la terre, à transporter des pierres et à me disputer avec des entrepreneurs. J'ai gagné mon salaire à la dure avec de la sueur et un mal de dos. Ma maison n'est pas un manoir, mais c'est la mienne. Je l'ai achetée comme une maison à rénover il y a 5 ans. J'ai poncé chaque planche de parquet moi-même. J'ai carrelé la salle de bain. J'ai planté le chêne dans la cour avant. C'est la seule chose dans ma vie que je possède complètement. Eh bien, moi et la banque, ou du moins c'est ce que je pensais. J'ai attrapé le courrier dans la boîte et je feuilletais les publicités habituelles. Des offres de cartes de crédit, des coupons pour des pizzas. Quand j'ai vu l'enveloppe de mon prêteur hypothécaire, elle semblait fine, trop fine pour être un relevé. Je l'ai déchirée juste là dans l'allée, mes bottes de travail encore couvertes de poussière. J'ai sorti une seule feuille de papier. PAY accent aigu en totalité, les mots étaient en gras, juste au centre de la page. En dessous, un paragraphe joyeux me remerciant pour ma clientèle et confirmant que le privilège sur ma propriété avait été levé. Je suis resté là à cligner des yeux. Le vent faisait bruisser le papier dans ma main. Pendant une seconde, mon cerveau a juste court-circuité. J'ai pensé, est-ce que j'ai gagné un concours? La banque a-t-elle fait une erreur? Le solde de mon hypothèque était de plus de 200 000 $. Je n'avais pas ce genre d'argent qui traînait. J'ai vérifié le numéro de compte. C'était le mien. J'ai vérifié l'adresse. La mienne. Payé en totalité, ai-je chuchoté pour moi-même. Mon estomac n'a pas fait un bond de joie. Il est tombé. Il est tombé durement. Comme si j'avais manqué une marche sur une échelle. Parce que dans le monde réel, les banques ne pardonnent pas simplement des dettes à 6 chiffres. Si l'hypothèque avait disparu, quelque chose n'allait pas. Et puis, comme un coup de poing dans le ventre, je me suis souvenu du dîner. Je me suis souvenu du dîner chez mes parents il y a tout juste 4 jours. Dimanche soir, rôti et tension. C'était le menu. J'y étais allé par obligation. Ma relation avec mes parents, Hélène et Robert, était houleuse depuis des années. C'était le genre de personne qui se souciait plus des apparences que de la réalité. Et puis il y avait Caleb, mon jeune frère, l'enfant chéri. Caleb avait 28 ans, et il agissait toujours comme un adolescent qui venait de gagner à la loterie. Il n'avait pas d'emploi stable, mais il avait toujours un nouveau plan, crypto, dropshipping, montre de luxe, tout y passait. Caleb y avait investi. Et par investi, je veux dire qu'il avait pris l'argent de la retraite de mes parents et y avait mis le feu. Lors de ce dîner, Caleb était arrivé dans une Porsche 911 flambant neuve, une blanche. Il l'avait garée directement sur la pelouse, même pas dans l'allée, comme s'il possédait tout le quartier. Je me souvenais d'être assis à la table de la salle à manger. Mon père découpait le rôti, évitant le contact visuel. Ma mère remplissait le verre de vin de Caleb, rayonnant vers lui comme s'il était un héros de guerre rentrant au pays. Alors, Logan, avait dit Caleb, se penchant en arrière sur sa chaise. Il portait un costume qui coûtait plus cher que mon camion. Maman me dit que tu fais toujours le truc de paysagiste, te cassant le dos pour des centimes. C'est un travail honnête, Caleb, ai-je dit en coupant ma viande. Et ça paie l'hypothèque. Les hypothèques, c'est pour les pigeons. Caleb a ri. L'effet de levier, Logan. C'est la clé. Tu dois utiliser tes actifs comme levier. Puis ma mère, Hélène, s'est raclé la gorge. Elle a posé sa fourchette et m'a regardé avec cette expression qu'elle utilisait toujours juste avant de demander de l'argent. C'était un mélange de pitié et d'attente. Logan, chéri, comment ça t'est-elle? Nous discutions. Ton frère a une opportunité énorme. Une start-up technologique. C'est garanti de tripler en 6 mois. C'est génial, ai-je dit sans lever les yeux. Tant mieux pour lui. Il a besoin de capital, grogna mon père. De fonds d'amorçage.
D'accord, ai-je dit. Alors, il devrait aller voir une banque. Les banques sont trop lentes, intervint Caleb. J'ai besoin de l'argent d'ici mercredi ou l'affaire se conclut sans moi. Nous avons épuisé nos capitaux propres, dit maman doucement. Mais toi, Logan, tu as beaucoup de capitaux propres dans ta maison maintenant. Le marché a tellement monté. J'ai arrêté de manger. J'ai posé ma fourchette lentement. Le silence dans la pièce était lourd. Non, ai-je dit. Juste un prêt à court terme, insista maman. Nous avons juste besoin que tu signes une ligne de crédit sur ta maison. Caleb la remboursera en 3 mois. On te donnera même une part. J'ai dit, non. J'ai répété, ma voix stable. Je n'utilise pas ma maison comme levier pour les jeux d'argent de Caleb. Je ne signe rien. Caleb a claqué sa main sur la table. Ce n'est pas du jeu. C'est du business. Tu es tellement égoïste, Logan. Tu es assis dans cette maison tout seul. Pas de femme, pas d'enfant, juste à l'accaparer pendant que la famille lutte. J'ai construit cette vie, ai-je dit en me levant. Je n'ai pas demandé l'aumône. Si tu as besoin d'argent, vends la Porsche. La Porsche est un leasing, a crié Caleb. C'est pour l'image. Tu ne comprends pas le marketing, Logan. Mon père s'est levé aussi, le visage rouge. C'est pour la famille. Tu dois aider ton frère. C'est ton devoir. Mon devoir est de payer mes factures et de ne pas m'endetter, ai-je dit. La réponse est non. Ne me demandez plus jamais. J'étais parti. Je les ai laissés se crier dessus. J'ai conduit chez moi, verrouillé ma porte et pensé que c'était la fin de l'histoire. Je pensais avoir fixé une limite. Maintenant, debout dans mon allée avec la lettre, payée en totalité, ce souvenir ressemblait à un avertissement que j'avais ignoré. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai sorti mon téléphone juste là dans l'allée. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai navigué vers la section hypothécaire. Habituellement, elle affichait mon solde, mon taux d'intérêt, ma prochaine date de paiement. Aujourd'hui, l'écran disait juste, compte fermé, solde $0. J'ai tapoté l'écran pour essayer de rafraîchir. Peut-être que c'était un bug. Peut-être que l'application était en panne. J'ai rafraîchi à nouveau. Compte fermé. La panique est une chose froide. Ça ne semble pas chaud comme la colère. Ça ressemble à de l'eau glacée versée le long de votre colonne vertébrale. J'ai réalisé à ce moment-là que mes parents n'avaient pas accepté le non comme réponse. Mais comment? Comment pouvaient-ils rembourser un prêt de $200 000? Ils étaient fauchés. Ils avaient vidé leurs économies pour les 3 derniers échecs de Caleb. Ils n'avaient pas l'argent liquide. Sauf s'ils ne l'ont pas remboursé avec leur argent. J'ai couru à l'intérieur de la maison. Je n'ai même pas enlevé mes bottes. J'ai mis de la terre sur le sol que j'avais poncé moi-même, mais je m'en fichais. J'ai jeté la lettre sur l'îlot de cuisine et attrapé mon ordinateur portable. Je me suis connecté au portail web du prêteur. J'avais besoin de voir les documents. J'avais besoin de voir d'où venait l'argent. L'onglet historique montrait une transaction datée d'hier. Un virement bancaire. Montant, $223 450. Source, Palm Ridge Escrow. Escroc, tiers de confiance. Je me suis figé. Vous n'utilisez pas une société d'escroc pour rembourser une hypothèque sauf si vous refinancez ou vendez. Si c'était un refinancement, le prêt passerait simplement à une nouvelle banque. Mais la lettre disait libération de privilèges. Cela signifie que la dette a disparu. La seule façon dont la dette disparaît complètement est si la maison a été vendue et que le produit a remboursé la banque. Ils l'ont vendue, ai-je dit à voix haute à la pièce vide. Ma voix semblait étrangère, étranglée. Ils ont vendu ma maison. Mais c'était impossible. Pour vendre une maison, vous avez besoin du propriétaire. Vous avez besoin d'un acte. Vous avez besoin d'une signature. Vous avez besoin d'un notaire. Je n'avais rien signé. Je n'avais pas vu de notaire. J'étais au travail à creuser des tranchées pour un système d'arrosage. J'ai regardé l'horloge. Il était 16h15. Les banques fermaient bientôt. Je devais bouger.
Je devais arrêter ça. Mais d'abord, je devais l'entendre. Je devais les entendre me mentir. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de ma mère. Le téléphone a sonné 3 fois. Allô? La voix d'Hélène était joyeuse. Trop joyeuse. C'était la voix qu'elle utilisait quand elle prétendait que tout était parfait pour les voisins. Maman, ai-je dit. J'ai serré le bord du comptoir en granit jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Je viens de recevoir une lettre de la banque. Oh, dit-elle. Quel genre de lettre, chérie? Elle dit que mon hypothèque est remboursée. Il y eut une pause, un silence qui s'étira pendant 2 secondes, mais sembla durer 1 heure. Eh bien, dit-elle en laissant échapper un petit rire. Ça ressemble à une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Peut-être que tu as finalement rattrapé tes paiements et oublié. Oublié? J'ai failli rire. Maman, je n'ai pas oublié d'avoir payé 200 000 $. Le compte est fermé. L'argent vient d'une société d'escrocs. Logan, chérie. Sa voix baissa, devenant apaisante. La façon dont on parle à un enfant effrayé. Tu as travaillé si dur ces derniers temps. Tu sais comment tu deviens quand tu es fatigué. Tu imagines des choses. Tu fais des montagnes d'une taupinière. Je regarde le papier. Maman, ai-je crié. As-tu fait quelque chose? Est-ce que toi et papa avaient fait quelque chose? Pourquoi es-tu si accusateur, claqua-t-elle, son ton passant instantanément à la victimisation. Nous essayons de t'aider. Nous essayons d'être une famille et tu nous attaques juste. Tu sais, Caleb a raison. Tu es paranoïaque. Aide-moi, ai-je demandé. As-tu essayé de vendre ma maison? Ne sois pas ridicule, dit-elle. Va faire une sieste, Logan. Nous parlerons quand tu seras rationnel. Clic. Elle a raccroché. Elle n'a pas nié. Pas vraiment. Elle a essayé de me faire croire que j'étais fou. Gaslighting. C'était son arme favorite. J'ai regardé le téléphone dans ma main. Puis j'ai regardé autour de ma cuisine. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, frappant les grains de poussière dans l'air. C'était ma maison, mon sanctuaire, et ils essayaient de me la voler sous mes pieds. Je n'allais pas faire une sieste. J'allais à la guerre. J'ai attrapé mes clés, ma pièce d'identité et la lettre. J'ai couru vers mon camion. Le moteur a rugi, et j'ai démarré en trombord de l'allée, me dirigeant directement vers l'agence locale de mon prêteur. Je ne le savais pas encore, mais cette lettre n'était que la pointe de l'iceberg. Ce que j'allais trouver à la banque déchirerait ma famille pour toujours. J'ai conduit jusqu'à la banque comme un possédé. Mes articulations étaient blanches sur le volant. Ma mâchoire était si serrée que je pensais que mes dents allaient se fissurer. Je ne cessais de rejouer la conversation avec ma mère dans ma tête. Peut-être que tu as oublié. On n'oublie pas de rembourser une maison. On n'oublie pas de signer un acte. Elle savait. Elle savait exactement ce qui se passait. Et elle comptait sur le fait que je sois trop confus ou trop lent pour l'arrêter. Je me suis garé sur le parking du prêteur, prenant 2 places parce que je m'en fichais. J'ai marché dans le hall. Il faisait frais et calme à l'intérieur, sentant le nettoyant pour tapis et l'argent. Le silence semblait moqueur comparé à la sirène hurlant dans ma tête. Je suis allé directement au premier bureau que j'ai vu. Un jeune homme en chemise bleue leva les yeux, surpris par mon apparence. J'étais encore dans mes vêtements de travail, bottes boueuses, t-shirt taché de sueur et de terre. Je devais avoir l'air d'un maniaque. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda-t-il, sa main planant près de son clavier. « Je m'appelle Logan », ai-je dit en claquant la lettre sur son bureau. Cette lettre dit que mon hypothèque est remboursée. Je ne l'ai pas payée. Je dois savoir qui l'a fait. Le gars, son badge disait « Marc », prit la lettre. Il la regarda, puis me regarda. « Eh bien, généralement les gens sont heureux quand cela arrive, monsieur. » « Je ne suis pas heureux, ai-je dit en me penchant. Parce que si je ne l'ai pas payé et que la banque pense qu'elle est payée, cela signifie que quelqu'un d'autre trafique mon titre. Cherchez mon compte. Marc tapa mon numéro de prêt. Il cliqua quelques fois, fronça les sourcils, puis cliqua à nouveau. D'accord, dit-il lentement. Je vois la transaction affichée hier.
Virement bancaire. Remboursement total. La libération de privilèges a été générée immédiatement. Qui l'a autorisé, ai-je exigé. Je veux voir la demande de remboursement. Je ne peux pas simplement vous montrer des documents internes. Marc commença à dire. Je suis l'emprunteur. J'ai claqué ma main sur le bureau. Les gens dans le hall se sont retournés pour regarder. Un agent de sécurité près de la porte fit un pas en avant. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à baisser la voix. S'il vous plaît, quelqu'un a volé ma maison. J'ai besoin que vous m'aidiez à le prouver. Marc regarda mon visage. Il a dû y voir le désespoir, la peur brute. Il hocha la tête une fois. Laissez-moi chercher ma superviseure. Elle gère les enquêtes de fraude. Il disparut dans un bureau arrière. Je restais là à faire les 100 pas. Chaque minute qui passait ressemblait à une autre brique retirée de ma fondation. 5 minutes plus tard, Marc revint avec une femme. Elle était vive, portant un blazer sombre, tenant une tablette. Elle ressemblait à quelqu'un qui ne tolérait pas les bêtises. Monsieur Logan, dit-elle. Je suis Rina Caldwell. Fraude et conformité. Venez avec moi. Nous sommes allés dans un petit bureau vitré. Elle ferma la porte et s'assit. Elle ne m'a pas offert de café. Elle a juste tapoté sa tablette. Marc dit que vous contestez un remboursement. Dit-elle. Je ne l'ai pas autorisé. Ai-je dit. Ma mère m'a demandé de céder la maison dimanche. J'ai dit, non. Maintenant, soudainement, c'est remboursé. Je pense qu'elle a falsifié ma signature. Rina n'eut pas l'air surprise. Dans son métier, je suppose que la trahison familiale est juste un autre mardi. D'accord, dit-elle. Regardons les documents sources. Pour qu'un remboursement soit traité par un tiers comme une société d'escrocs, nous avons besoin d'une autorisation signée de l'emprunteur et d'une demande de satisfaction. Elle fit glisser sur son écran et tourna la tablette vers moi. Est-ce votre signature? J'ai regardé l'écran. C'était un scan numérique d'un document. Au bas, sur la ligne marquée emprunteur, se trouvait une signature. Logan. Je l'ai fixée, j'ai éplé mon nom. Elle utilisait les bonnes lettres, mais c'était faux. Tout faux. Ma signature est désordonnée. Elle est rapide. Une boucle pour le L, une griffure pour le reste. Des années de signature de factures et d'accords d'entrepreneurs l'ont rendue efficace. Cette signature sur l'écran était soignée. Elle était prudente. Les boucles étaient des cercles parfaits. La pression était égale. Ce n'est pas moi, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. On dirait. On dirait quelqu'un qui dessine mon nom. C'est trop lent. C'est une falsification tracée, dit Rina en zoomant. Vous voyez les marques d'hésitation sur la courbe du G? Quelqu'un regardait une copie de votre signature et essayait de la reproduire lentement. Qui a envoyé ça, ai-je demandé. C'est venu de Palm Ridge Escrow, dit Rina, avec le virement. Mais voici la partie clé. Ce document a été notarié. Notarié? Ai-je demandé. Comment? Je n'y étais pas. Notarisation en ligne à distance. Rina a dit, ça devient courant. Vous vérifiez l'identité via une webcam, mais il y a des protocoles stricts. Le notaire doit enregistrer la session. Elle tapota un autre fichier. Voici le certificat de notaire joint à l'autorisation. J'ai regardé le tampon. Je m'attendais à voir le nom d'un étranger. Peut-être quelqu'un que mon frère avait payé. Peut-être un faux nom. Mais quand j'ai vu le nom sur le tampon, l'air a quitté mes poumons. Brenda Holt. Numéro de commission 884 291. Brenda, ai-je chuchoté. Vous connaissez cette notaire? Demanda Rina, les yeux plissés. Elle. Elle n'est pas ma tante par le sang, ai-je dit, me sentant malade. Mais c'est la meilleure amie de ma mère. Je la connais depuis toute ma vie. Elle vient à Thanksgiving. Elle m'a acheté ma première trousse à outils quand j'avais 10 ans. Brenda, tante Brenda, la femme qui me pinçait toujours la joue et me disait que j'étais un bon garçon. La femme qui s'est assise sur mon porche et a bu du thé glacé avec moi le mois dernier. Elle avait tamponné ça.
Elle avait apposé son sceau officiel sur un mensonge qui volait ma maison. Elle est dans le coup, ai-je dit. La réalisation me frappant comme un coup physique. Ma mère ne l'a pas juste falsifié. Elle a fait tamponner ça par Brenda. Le visage de Rina se durcit. Elle tapa quelque chose rapidement. Si un notaire a sciemment falsifié une session en ligne à distance, c'est un crime. Et si les fonds provenaient de Palm Ridge Escrow? Elle s'arrêta. Elle regarda à nouveau les détails de la transaction. Quoi, ai-je demandé. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Logan? Rina a dit en me regardant droit dans les yeux. Les sociétés d'escrocs ne remboursent pas simplement des hypothèques pour le plaisir. Elles détiennent de l'argent pour des transactions. Si Palm Ridge nous a payés, cela signifie qu'ils détiennent de l'argent d'un acheteur. Un acheteur? Oui. Rina a dit, ce n'était pas un refinancement. Ce n'était pas un prêt de vos parents. C'est une vente, une clôture. Elle tourna l'écran vers moi. Le remboursement provenait d'un fichier marqué Vente des propriétés. Les fonds de l'acheteur ont été déposés en escroc. L'escroc a remboursé votre hypothèque et le profit restant. Où est le profit restant, ai-je demandé. Ma maison valait 500 000 $. L'hypothèque était de 200 000 $. Cela signifiait qu'il y avait 300 000 $ de capitaux propres. Les fonds restants seraient débloqués au vendeur une fois l'acte enregistré, dit Rina. Mais je suis le vendeur, ai-je crié. Et je ne l'ai pas vendu. S'ils ont falsifié la demande de remboursement, dit Rina, sa voix sombre. Alors ils ont presque certainement falsifié un acte de renonciation ou un acte de cession, ils ont probablement transféré la maison à eux-mêmes d'abord, puis l'ont vendue immédiatement à un tiers. Ma tête tournait. Mes parents ne prenaient pas juste un prêt. Ils vendaient ma maison sous mon nez. Ils encaissaient le travail de toute ma vie. Et Brenda les aidait. Comment j'arrête ça, ai-je demandé. Rina, dites-moi comment arrêter ça. Nous signalerons le remboursement comme frauduleux et tenterons de retourner le virement. Rina a dit, cela arrêtera le côté bancaire, mais la banque ne contrôle pas le registre de propriété. C'est le comté. Elle se leva. Vous devez aller au bureau d'enregistrement du comté tout de suite. Si cet acte a été enregistré, vous n'êtes techniquement plus le propriétaire sur papier. Vous devez déposer une alerte de fraude auprès d'eux et ensuite vous devez aller à la police. Merci, ai-je dit. Je me suis levé, mes jambes semblant lourdes. Une dernière chose, dit Rina. Elle écrivit quelque chose sur un post-it. C'est l'adresse IP de la session notariale numérique. Elle enregistre où le signataire était situé. J'ai regardé les chiffres. Je ne les reconnaissais pas, évidemment. J'ai lancé une trace rapide, dit-elle. Cela correspond à une adresse résidentielle. Elle poussa la note vers moi. C'était l'adresse de mes parents. Ils l'ont fait depuis leur table de cuisine, ai-je dit. Probablement juste après le dîner de dimanche. Allez, dit Rina. J'aime Logan, n'allez pas chez vos parents seuls. S'ils sont assez désespérés pour commettre ce niveau de fraude, ils sont assez désespérés pour faire d'autres choses. J'ai hoché la tête et suis sorti de la banque. Le soleil brillait toujours dehors, mais le monde semblait différent. Il semblait plus sombre. Mes parents avaient volé mon identité. Ma tante m'avait trahi. Et quelque part en ce moment, un acheteur recevait probablement les clés de ma porte d'entrée. Je suis remonté dans mon camion. Je ne suis pas allé chez mes parents. Pas encore. Je me suis dirigé directement vers le bureau d'enregistrement du comté. J'avais besoin de voir l'acte. J'avais besoin de voir la preuve de leur crime en noir et blanc. Et j'avais besoin de savoir qui essayait d'acheter ma maison. Le bureau d'enregistrement du comté est un endroit où les rêves sont classés en 3 exemplaires. Naissance, mariage, acte de propriété. Ça sent le vieux tonneur et la bureaucratie gouvernementale. Quand je suis entré, je ne me sentais pas comme un citoyen. Je me sentais comme une victime sur une scène de crime. J'ai pris un numéro et attendu. L'horloge au mur semblait tic-taquer plus vite que la normale. Tic, tic, tic. Chaque seconde était une seconde où mes parents se rapprochaient de ce chèque de 300 000 $. Quand mon numéro a été appelé, je me suis précipité au comptoir. Un employé plus âgé avec des lunettes épaisses me regarda par-dessus le bord de ses lunettes.
Je peux vous aider, grogna-t-il. J'ai besoin de vérifier les dépôts sur ma propriété pour les dernières 48 heures, ai-je dit en glissant ma carte d'identité sur le comptoir. L'adresse est 420 Oak Street. Il tapa lentement. Terriblement lentement. Voyons voir, marmonna-t-il. Merci Logan. D'accord, nous avons de l'activité. Quel genre d'activité? Mon cœur martelait contre mes côtes. Hier, dit-il, satisfaction d'hypothèque. C'est enregistré. Je suis au courant, ai-je dit. Quoi d'autre? Et voilà. Un acte de renonciation. J'ai fermé les yeux. C'était là. L'arme du crime. Puis-je le voir? Il imprima une copie et la fit glisser sur le comptoir. Je l'ai saisie. Acte de renonciation. Cédant, Logan Mercer. Bénéficiaires, Hélène Mercer et Robert Mercer. Contrepartie, $10. Don. Ils avaient transféré la maison de moi à eux pour $10. Un don. J'ai regardé la page de signature. C'était là encore. Cette falsification tracée avec soin de mon nom. Et à côté, le tampon de notaire de Brenda Holt. Il y a plus, dit l'employé. Il plissait les yeux vers l'écran. Ce matin à 9 heures, une demande de révision pré-clôture. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une société de titres vérifie le registre une dernière fois avant d'enregistrer un nouvel acte, expliqua-t-il. Généralement pour une vente. Il semble qu'Hélène et Robert Mercer vendent la propriété à, il fit défiler vers le bas. Une SARL appelée Quick Flip Venture. Quick Flip, ai-je répété. Cela sonnait comme un investisseur, quelqu'un qui achète des maisons comptant. Sans poser de questions. Pouvez-vous l'arrêter, ai-je demandé. Cet acte est falsifié. Je ne l'ai pas signé. Je ne peux pas supprimer un document enregistré, dit l'employé, sa voix sympathique maintenant. Seul un juge peut faire ça. Mais vous pouvez déposer une déclaration sous serment de faux dépôt. Ça met un drapeau rouge sur la propriété. Ça avertit tout futur acheteur qu'il y a un litige. Faites-le, ai-je dit. Quels que soient les formulaires que vous avez, donnez-les-moi. Pendant que je remplissais furieusement la déclaration, mon téléphone vibra. C'était un SMS. Caleb. J'ai fixé l'écran. Frérot, arrête d'être dramatique. Maman m'a dit que tu paniques. Tu devrais nous remercier. Nous gérons tes actifs mieux que tu ne pourrais jamais le faire. Au fait, tu dois être parti avant 17 heures. Les nouveaux propriétaires veulent une possession immédiate. Je l'ai lu 2 fois. Possession immédiate. Généralement, quand vous vendez une maison, vous avez 30 jours pour déménager. Mais les investisseurs, les flippers, parfois ils veulent les clés à la seconde où l'acte est enregistré. Ils me mettaient dehors. Aujourd'hui. Je n'ai pas répondu à Caleb. Je ne pouvais pas. Si je tapais ce que je voulais dire, je fournirais des preuves pour un procès pour meurtre. J'ai rendu la déclaration à l'employé. Déposez-le maintenant. Je vais le redater immédiatement, promit-il. J'ai couru vers le parking et appelé la seule personne qui pouvait réellement arrêter l'argent, Ken Porter. C'était l'agent qui m'avait vendu ma police d'assurance titre il y a 5 ans. Je me souvenais de lui parce qu'il m'avait donné une bouteille de bourbon à la clôture. Ken Porter, réclamation de titre, répondit-il à la deuxième sonnerie. Ken, c'est Logan pour le 420 Oak Street. Quelqu'un a falsifié un acte et transféré ma maison à mes parents et maintenant ils la vendent à un flipper. W.O., ralenti, dit Ken, mais sa voix changea instantanément. Elle passa de décontractée à tranchante. Acte falsifié. Es-tu sûr? J'ai la copie certifiée dans ma main, ai-je dit, et la banque a confirmé que le remboursement provenait de Palm Ridge Escrow. D'accord, écoute-moi, dit Ken. S'il y a une enquête pré-clôture, la vente a lieu maintenant. Comme cet après-midi, je vais déposer un avis de litige en instance, pendant, d'urgence. C'est un avis de litige en cours. Ça assombrit le titre. Aucune société de titre n'assurera le nouvel acheteur si elle voit ça. Est-ce que ça les arrêtera? Ça devrait effrayer l'acheteur, dit Ken. Mais Logan, tu dois sécuriser physiquement la propriété. Que veux-tu dire?
Si l'acte est enregistré légalement, tes parents sont les propriétaires en ce moment. Même si c'est frauduleux, s'ils ont des clés ou s'ils donnent des clés au nouvel acheteur et que ces gens entrent, les faire sortir est un cauchemar. C'est une affaire civile. La police n'y touchera pas. J'ai les clés, ai-je dit. Je suis le seul avec des clés. Rentre chez toi, commanda Ken. Verrouille les portes. Ne pars pas. Ne laisse entrer personne. Pas ta mère, pas ton père, pas un agent immobilier. S'ils essaient d'entrer, appelle la police et signale une effraction. Fais-leur montrer une ordonnance du tribunal pour te faire sortir. Ils m'ont dit d'être parti avant 17h, ai-je dit en vérifiant ma montre. Il était 16h45. Ils font la course contre le registre, dit Ken. Ils veulent que le nouvel acheteur prenne possession avant que l'alerte de fraude ne frappe le système. Rentre chez toi, Logan. Tiens-le fort. J'ai raccroché et écrasé l'accélérateur. Je ne me battais pas seulement pour un bâtiment. Je me battais pour ma dignité. Mes parents pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'étais juste une ressource à récolter pour le succès de Caleb. Ils pensaient qu'ils pouvaient effacer ma propriété d'un trait de plume. J'ai conduit vite, me faufilant dans la circulation. Je devais arriver là-bas avant eux. Mais j'avais un arrêt à faire d'abord. Le poste de police. C'était sur le chemin, et j'avais besoin de puissance de feu. Ken a dit que la police ne toucherait pas à une expulsion civile, mais la falsification, le vol d'identité, c'était criminel. J'ai dérapé sur le parking du poste de police. J'ai couru à l'intérieur, serrant mon dossier de preuves, la lettre payée en totalité, l'acte falsifié, les infos du notaire. Je dois signaler un crime en cours. J'ai dit au sergent de bureau. Un détective passait par hasard. C'était un homme asiatique d'âge moyen avec des yeux fatigués et une tache de café sur sa cravate. Détective Chou, crime en cours, demanda Chou, s'arrêtant. C'est une phrase d'accroche forte. Mes parents ont falsifié un acte pour ma maison, volé mon identité et essaient de vendre la propriété à un acheteur comptant en ce moment même, ai-je dit, j'ai les documents. Chou regarda les papiers dans ma main. Il regarda le désespoir dans mes yeux. Venez à mon bureau, dit-il. J'ai tout étalé. La chronologie, la connexion tante Brenda, le SMS de Caleb sur la possession immédiate. Chou regarda le SMS. Il fronça les sourcils. Possession immédiate, c'est agressif, nota-t-il. Généralement, cela signifie que le vendeur a désespérément besoin d'argent et que l'acheteur est prédateur. Mon frère a des dettes de jeu, ai-je dit. C'était une supposition, mais une supposition éduquée ou quelque chose de pire. Ils ont besoin de l'argent aujourd'hui. Chou se leva. Il attrapa sa radio. D'accord, c'est substantiel. La falsification d'un dossier public est une grosse affaire. Le vol d'identité est une grosse affaire. Je dois rentrer chez moi, ai-je dit. Ken Porter m'a dit de tenir le fort. Allez, dit Chou. Je vais vérifier la commission de notaire de Brenda Holt et vérifier les mandats contre votre frère. S'il se présente chez vous, appelez le 911 et demandez l'unité 4. C'est moi. Je serai dans le secteur. Merci, ai-je dit. J'ai couru vers mon camion. J'avais la loi de mon côté. J'avais la vérité de mon côté. Mais alors que je tournais dans ma rue, j'ai vu que la vérité et la loi pourraient ne pas suffire. Parce que garé devant ma maison, bloquant mon allée, se trouvait cette Porsche 911 blanche. Et debout sur ma pelouse avant, plantant un panneau vendu dans l'herbe, se trouvait ma mère. Elle souriait. Voir cette Porsche garée sur mon trottoir ressemblait à une violation physique. C'était un symbole blanc élégant de tout ce qui n'allait pas dans ma famille. Flashy, coûteux et payé avec de l'argent qui n'existait pas. J'ai garé mon camion de l'autre côté de la rue, bloquant légèrement l'allée des voisins, mais je savais que Madame Klein ne s'en soucierait pas. Elle était déjà sur son Porsche, faisant semblant d'arroser ses pétunias tout en regardant le drame se dérouler. J'ai pris une profonde inspiration. Calme, me suis-je dit, ne frappe pas. Ne crie pas, sois le roc. Je suis sorti du camion. Ma mère, Hélène, leva les yeux du panneau vendu qu'elle venait d'enfoncer dans mon gazon zoysia soigneusement entretenu. Elle portait un tailleur jaune pastel, ses cheveux laqués en un casque de perfection.
À côté d'elle se tenait mon père, Robert, regardant le sol et Caleb, qui s'appuyait contre la porche, faisant défiler son téléphone. Il y avait aussi un étranger, un gars dans un costume gris brillant tenant un dossier en cuir. L'agent immobilier ou peut-être l'investisseur. Logan, appela maman, sa voix brillante et fausse. Timing parfait. Nous attendions juste que tu apportes les clés de rechange. Je suis passé devant elle jusqu'à mon allée jusqu'à ma porte d'entrée. Logan, dit-elle, sa voix s'aiguisant. Ne sois pas impoli. Voici Monsieur Blake. Il représente les nouveaux propriétaires. J'ai atteint ma porte d'entrée. Je l'ai déverrouillée. Je suis entré et je me suis retourné. Dégagez de ma propriété, ai-je dit fort. Clairement, Monsieur Blake, le gars en costume semblait confus. Excusez-moi. Vous êtes en violation de propriété, ai-je dit. Cette maison n'est pas vendue. L'acte a été falsifié. Il y a une enquête policière active. Logan. Maman se précipita dans les escaliers mais s'arrêta quand j'ai levé la main. Arrête ces bêtises tout de suite. Tu nous embarrasses. Je vous embarrasse, ai-je demandé. Tu as falsifié ma signature, maman. Tu as volé mon titre. Nous l'avons transféré au trust familial, siffla-t-elle, baissant la voix pour que Monsieur Blake n'entende pas. C'est pour ta protection, et maintenant nous liquidons l'actif pour gérer une urgence familiale. La dette de Caleb n'est pas une urgence familiale, ai-je dit. C'est le problème de Caleb. Caleb leva les yeux de son téléphone. Ce n'est pas une dette, espèce d'idiot. Ce sont des complications d'effet de levier. Et si je ne paie pas le pré-relais avant 18 heures, il s'arrêta, regardant Monsieur Blake. Ils vont quoi, ai-je demandé. Te casser les jambes? Caleb devint pâle. Monsieur Blake se racla la gorge. Madame Mercé, vous m'avez dit que l'occupant était coopératif et qu'il partait aujourd'hui. Il l'est, insista maman en attrapant le bras de Monsieur Blake. Il a juste un épisode. Il a des problèmes de santé mentale. Il est confus à propos de la propriété. Je ne suis pas confus, ai-je dit. J'ai sorti les papiers de ma poche arrière, la copie certifiée de l'acte falsifié, la déclaration de fraude. Monsieur Blake, c'est ça? Je vous conseille de partir. Si votre client achète cette maison, il achète un procès. Monsieur Blake regarda les papiers. Il regarda ma mère, qui tremblait maintenant de rage. Je dois appeler mon courtier, dit Monsieur Blake. Il recula, descendant l'allée vers sa voiture. Non, attendez, cria maman après lui. Puis elle se tourna vers moi, son masque tombant complètement. Son visage se tordit en un grognement que je n'avais pas vu depuis mon enfance. Espèce de petit morveux ingrat, cracha-t-elle. Nous t'avons donné la vie. Nous t'avons élevé, et tu ne feras pas cette petite chose. Petite chose. J'ai ri. Un son sec et dur. C'est ma maison, maman. Toute ma valeur nette. Nous te rembourserons. Papa prit la parole pour la première fois. Une fois que l'entreprise de Caleb décollera. Caleb n'a pas d'entreprise, ai-je crié. Il a une addiction au jeu et une Porsche en leasing. Ouvre la porte, Logan. Caleb dit, s'avançant. Il avait l'air dangereux maintenant. Désespéré. J'ai des gens qui viennent ici dans 1 heure pour changer les serrures. Tu dois être parti. Essaie. J'ai dit, je ne pars pas. J'ai claqué la porte à leur nez et verrouillé le pen dormant. Puis j'ai engagé le verrou secondaire que j'avais installé moi-même. J'ai reculé de la porte, mon cœur battant comme un marteau-piqueur. J'étais assiégé dans ma propre maison. J'ai appelé Sarah. Sarah est ma fiancée. Nous ne vivons pas encore ensemble. Nous sommes vieux jeux comme ça. En attendant le mariage le mois prochain. Mais elle sait tout. Ils sont là. Je lui ai dit, j'arrive. Elle a dit, j'amène mon père. Le père de Sarah est un marine à la retraite. Cela semblait être un bon renfort. Sois prudente. J'ai dit, ils sont désespérés. Caleb a l'air effrayé, comme vraiment effrayé. J'ai raccroché et je suis allé à la fenêtre. J'ai regardé à travers les stores. Maman se disputait avec Monsieur Blake près de sa voiture.
Caleb faisait les 100 pas en rond, donnant des coups de pied dans mon herbe. Papa était juste debout là, ressemblant à un fantôme. Puis j'ai vu une autre voiture arriver. Une berline noire, vitre teintée. 2 hommes en sont sortis. Ce n'étaient pas des agents immobiliers. Ils portaient des survêtements et semblaient épais comme s'ils soulevaient des choses lourdes pour vivre. Ils ont marché directement vers Caleb. Caleb s'est recroquevillé contre la Porsche. L'un des hommes a attrapé Caleb par le revers de sa veste coûteuse. Mon téléphone a vibré. C'était le détective Chou. Logan, dit Chou. Je suis à 5 minutes. J'ai trouvé la notaire. Nous l'avons amenée pour interrogatoire. Elle a craqué. Elle l'a fait. Brenda Hall a admis qu'elle a notarié l'acte sans vous présent parce que votre mère lui a dit que c'était une surprise pour votre anniversaire ou quelque chose comme ça. Mais voici le coup de grâce. Elle dit que votre mère lui a payé $5000 en espèces. Corruption. J'ai dit, en plus de la falsification. C'est pire. Chou a dit, j'ai vérifié votre frère, Caleb Mercé. Il n'a pas de contravention de stationnement, mais il a un dossier à la brigade des mœurs. Soupçonné d'implication dans un réseau de paris sportifs illégaux. Il y a 2 gars en survêtement qui lui parlent en ce moment, ai-je chuchoté. Dans mon allée. Ne sortez pas, ordonna-t-il. Ce sont les collecteurs. Ils sont là pour collecter l'argent de la vente. Si la vente n'a pas lieu, ils s'en prennent à Caleb. J'ai fini. L'unité 4 arrive. Restez à l'intérieur. J'ai regardé par la fenêtre. La dispute dans l'allée s'intensifiait. Maman essayait d'intervenir, agitant les mains vers les gars en survêtement. L'un d'eux l'a repoussé, pas fort, mais avec dédain. Papa est intervenu en essayant d'être protecteur et s'est fait pousser sur le capot de la Porsche. C'était ça. Le château de cartes s'effondrait. Puis la voiture de Sarah a crissé au coin de la rue. Elle s'est garée juste derrière la Porsche, la bloquant. Son père Frank est sorti. Il ne ressemblait pas à un gars en survêtement. Il ressemblait à un gars qui avait mangé des gars en survêtement au petit déjeuner en 1990. Frank croisa les bras et se tint au bout de l'allée. Il n'interférait pas. Il observait juste, un témoin. Les gars en survêtement n'aimaient pas avoir un public. Ils ont dit quelque chose à Caleb, pointé un doigt sur son visage et sont retournés à leur berline noire. Ils sont partis lentement. Caleb a glissé le long de sa Porsche, s'asseyant sur l'asphalte, la tête dans ses mains. Maman pleurait maintenant, des larmes hystériques. Elle voyait son plan se dissoudre. L'argent ne venait pas. L'investisseur, Monsieur Blake, montait dans sa voiture et fuyait la scène. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. Je savais que le détective Chou avait dit de rester à l'intérieur, mais je ne pouvais plus regarder derrière une vitre. C'était ma pelouse. C'était ma vie. Je suis sorti sur le porche. C'est fini, ai-je crié. Rentrez chez vous. Maman leva les yeux vers moi. Son mascara coulait. Tu as tout gâché, hurla-t-elle. Tu as tout gâché. Ils vont le tuer. Es-tu heureux? Je n'ai pas emprunté l'argent, maman. J'ai crié en retour. Je ne l'ai pas joué. Pourquoi est-ce ma faute? Parce que tu as tellement? Elle hurla. Tu as cette maison. Tu as un travail. Tu aurais pu le sauver. En devenant sans abri? J'ai demandé, en te laissant voler mon avenir? Nous sommes une famille. Non, ai-je dit, ma voix froide. Nous ne le sommes pas. La famille ne vole pas. La famille ne falsifie pas de signature. Des sirènes hurlèrent au loin. De plus en plus fort. Caleb leva les yeux. Police. Ouais, ai-je dit. Je les ai appelés. Caleb se précipita. Maman, on doit y aller. On doit y aller maintenant. Il essaya de monter dans la Porsche, mais la voiture de Sarah le bloquait. Bouge ta voiture. Caleb hurla à Sarah. Sarah s'appuya simplement contre son capot et secoua la tête. Je ne pense pas, Caleb. Les sirènes étaient juste sur nous maintenant. Des lumières bleues et rouges clignotaient contre la peinture blanche de la Porsche, se reflétant dans les fenêtres de ma maison.
2 voitures de patrouille et une berline banalisée arrivèrent. Le détective Chou sortit de la berline. Il n'avait plus l'air fatigué. Il avait l'air prêt. Tout le monde reste où il est, commanda-t-il. Ma mère arrêta de pleurer. Elle redressa sa veste. Elle me regarda puis regarda la police et je vis ses yeux changer. Elle calculait. Elle planifiait son prochain mensonge, mais elle ne savait pas pour Brenda. Elle ne savait pas que la notaire avait déjà retourné sa veste. Je descendis les marches pour rencontrer le détective. Il était temps de finir ça. La rue était maintenant un théâtre. Madame Klein avait été rejointe par Monsieur Henderson d'à côté et quelques enfants à vélo s'arrêtaient pour regarder. Rien n'attire une foule comme 3 voitures de police et une Porsche sur une pelouse. Le détective Chou monta directement l'allée flanquée de 2 officiers en uniforme. Il m'ignora et alla directement vers le groupe près de la voiture. « Hélène Mercey ?» demanda Chou. « Oui » dit ma mère, se redressant de toute sa hauteur. Elle pointa un doigt manucuré vers moi. « Officier, Dieu merci vous êtes là. Mon fils fait une dépression. Il refuse de quitter la propriété que nous avons légalement vendue. Il nous tient en otage. » C'était époustouflant. L'audace, même avec la police là, elle s'en tenait au scénario. « C'est vrai ?» demanda Chou, son visage indéchiffrable. « Oui, nous avons l'acte » dit maman, fouillant dans son sac à main. Elle sortit une copie pliée du même document falsifié que j'avais. « Voyez, il nous l'a cédé. Nous l'avons vendu aujourd'hui. Nous voulons juste qu'il parte pour pouvoir remettre les clés. » Chou prit le papier. Il ne le regarda pas. Il la regarda. « Madame, » dit Chou, « je viens de raccrocher avec Brenda Hall. » Ma mère se figea. C'était subtil, mais je l'ai vu. Ses épaules se raidirent. Là maintenant son sac à main se resserra. « Brenda » bégaya-t-elle. Je ne sais pas pourquoi ça compte. Brenda est actuellement en garde à vue, dit Chou calmement. Elle a avoué avoir notarié ce document via une session à distance où le signataire, votre fils, n'était pas présent. Elle prétend que vous lui avez payé 5 000 $ pour contourner la vérification d'identité et utiliser une boucle vidéo préenregistrée. C'est un mensonge. Maman hurla. Brenda est une menteuse. Elle est jalouse de nous. Elle nous a aussi donné les SMS, Hélène. Chou continua, sa voix devenant plus dure. Des SMS où vous lui disiez, je cite, tamponne le juste. Il ne le saura jamais. Nous le vendrons avant qu'il ne le découvre. La bouche de maman s'ouvrit et se ferma comme un poisson. Elle regarda papa. Papa regarda ses chaussures. Robert Mercey. Chou se tourna vers mon père. J'ai juste fait ce qu'elle a dit. Papa marmonna. J'ai juste conduit la voiture. Pathétique, ai-je dit depuis le porche. Et vous? Chou se tourna vers Caleb. Caleb Mercey. Caleb tremblait visiblement. Je n'ai rien signé, dit-il rapidement. Mon nom n'est pas sur l'acte. Je ne suis pas impliqué. Oh, vous êtes impliqué, dit Chou. Nous avons tracé l'adresse IP de l'ordinateur utilisé pour créer le faux compte notarial. C'est votre ordinateur portable, Caleb. L'adresse MAC correspond à celle connectée à votre Wi-Fi domestique. Mais pourquoi, demanda Chou, s'approchant du groupe. Pourquoi la précipitation? Pourquoi la possession immédiate? Pourquoi vendre une maison d'1 demi-million pour du cash en 24 heures? Silence. Je vais vous dire pourquoi, dit Chou. Il pointa la rue où la berline noire avait été. À cause des hommes qui viennent de partir. Caleb laissa échapper un sanglot. Un son brut et laid. Ils vont me tuer, pleura Caleb. Il glissa contre le pneu de la Porsche à nouveau. Maman, dis-lui. Dis-lui qu'ils vont me tuer. Tais-toi, Caleb. Maman siffla. Non. Caleb hurla. C'est fini. Ils veulent les 300 000. Maman, le bookmaker a dit, si je ne paie pas avant le coucher du soleil, je suis fini. Dette de jeu. Chou hocha la tête. Juste comme nous le soupçonnions. Ce n'était pas du jeu. Caleb gémissait. C'était un effet de levier crypto. J'allais faire des millions.
Je viens juste d'être liquidé. Alors, vous avez décidé de liquider la maison de votre frère à la place. Dit Chou. Il ne l'utilise pas. Maman hurla, s'interposant entre Caleb et la police. Il est égoïste. Il a tous ses capitaux propres juste assis là. Caleb en avait besoin pour survivre. Quel genre de frère ne sauvera pas sa propre chair et son propre sang? Le genre qui ne veut pas être sans abri? J'ai rugi, descendant du porche. Tu as volé mon identité, maman. Tu as commis des crimes pour lui? Pour le gars qui n'a jamais travaillé un jour de sa vie. Il a du potentiel. Maman cria. Il est spécial. Il est un criminel. Chou corrigea. Et maintenant vous aussi. Chou fit signe aux officiers en uniforme. Hélène Mercé, Robert Mercé, Caleb Mercé. Vous êtes tous en état d'arrestation. Quoi? Maman haleta. Non, vous ne pouvez pas. Nous sommes des gens respectables. Nous vivons sur les collines. Vous êtes en état d'arrestation pour falsification, vol d'identité, grand larcin et conspiration. Chou récita. Les officiers s'avancèrent. Regarder ma mère se faire menotter était surréaliste. Elle s'est battue, pas physiquement, mais verbalement. Elle a menacé de poursuivre le département. Elle a menacé d'appeler le maire. Elle a crié que j'étais un fils ingrat qui envoyait sa mère en prison. Jade, elle me cria dessus, utilisant le nom de ma cousine par erreur dans sa panique. Logan, dis-leur d'arrêter. Abandonne les charges. Nous sommes une famille. Je restais là, les bras croisés. Sarah vint à côté de moi et prit ma main. Sa prise était chaude et réelle. Non, ai-je dit doucement. Logan. Maman cria alors qu'il la poussait vers la voiture de patrouille. Je ne te pardonnerai jamais. Tu as choisi une maison plutôt que ton frère. Je me suis choisi moi-même, ai-je dit. Papa y alla tranquillement, la tête basse. Il ne me regarda même pas. Caleb était le pire. Il pleurait à propos de la Porsche. Ne la remorquez pas. C'est un leasing. Je vais perdre le dépôt. Vous avez de plus gros problèmes que le dépôt, fiston. Dit un officier en poussant Caleb à l'arrière de la deuxième voiture. Alors que les portes claquaient, un lourd silence tomba sur la rue. Les voisins regardaient. Madame Klein filmait sur son iPhone. Le détective Chou marcha vers moi. Il avait l'air épuisé. Nous avons besoin que vous veniez au poste, dit-il. Pour faire une déclaration formelle, et nous avons besoin de copies de tout ce que vous avez, les SMS, les emails. J'ai tout, ai-je dit. Nous mettrons une protection sur la maison ce soir, dit Chou. Au cas où ces collecteurs de dettes reviendraient chercher Caleb, mais honnêtement, une fois que la nouvelle se répandra qu'il est en garde à vue, ils l'effaceront probablement ou le poursuivront dans le système. Vous êtes en sécurité. Merci, détective, ai-je dit. Chou regarda la maison. Bel endroit. Vous avez fait l'aménagement paysager. Ouais, ai-je dit. Je l'ai fait. Ça vaut la peine de se battre pour. Il hocha la tête. Il monta dans sa voiture et partit, suivant les voitures de patrouille transportant ma famille. Je restais là sur la pelouse. Le panneau vendu dépassait encore de travers de l'herbe. Je marchais vers lui. Je l'attrapais à deux mains et l'arrachais du sol. Je cassais le piquet en bois sur mon genou. Les 3 heures suivantes furent un flou de lumière fluorescente et de mauvais café au commissariat. Assis dans la salle d'interrogatoire à donner ma déclaration, c'était comme réciter le script d'une tragédie. J'ai dû détailler chaque trahison. Le dîner, la lettre, la falsification. Voulez-vous porter plainte? Le procureur me demanda plus tard. Elle était venue à cause du montant élevé en jeu. L'avocat de votre mère appelle déjà pour demander un accord. Ils veulent que vous réduisiez ça à un malentendu. Un malentendu? J'ai ri. Ils ont falsifié un acte et engagé une notaire véreuse. Ils ont essayé de vendre ma maison à un flipper. Non, je porte plainte. Toute. Cela signifiera de la prison, avertit la procureure. Surtout pour votre mère et votre frère. Votre père pourrait obtenir un accord s'il se retourne contre eux. Laissez-les faire face, ai-je dit.
Si j'abandonne les charges, ils le referont. Ils ouvriront des cartes de crédit à mon nom. Ils voleront ma retraite. Je dois les arrêter maintenant. En sortant du poste, je me sentais plus léger. Plus triste, oui. J'avais perdu mes parents. Mais je les avais perdus il y a longtemps, n'est-ce pas? Je ne l'avais juste pas admis avant aujourd'hui. Quand je suis rentré à la maison, il faisait nuit. Sarah avait commandé une pizza et attendait sur le porche. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Ça ira » ai-je dit. Puis une dépanneuse gronda dans la rue. Ce n'était pas pour moi. Elle recula vers la Porsche 911 toujours garée de travers dans mon allée. Le conducteur sauta. « Ordre de police » grogna-t-il. Fourrière. De plus, la société de leasing l'a signalé comme fonds volés et détournés. « Prenez-la » ai-je dit. Regarder cette voiture blanche se faire accrocher et traîner au loin était incroyablement satisfaisant. C'était le symbole du faux succès de Caleb, acheté avec de l'argent volé, alimenté par la complicité de mes parents. Alors que le camion partait, traînant la Porsche dans la nuit, mon téléphone sonna. C'était Rina Caldwell de la banque. Il était tard pour qu'elle appelle. « Monsieur Logan, dit-elle, je voulais juste vous faire savoir. Nous avons récupéré le virement. L'argent est retourné à Palm Ridge Escrow. Votre hypothèque est rétablie. » Rétablie, ai-je demandé. Ça a l'air bien. Cela signifie que vous devez à nouveau l'argent. Elle rit. Mais cela signifie que la maison est à vous. Le payé en totalité est annulé. Et puisque la société de titre a vu le rapport de police et le litige en instance, la vente est morte. L'acte que votre mère a enregistré est effectivement sans valeur. Bien que vous aurez besoin d'une ordonnance du tribunal pour l'effacer formellement. Je peux gérer une ordonnance du tribunal. J'ai dit. Aussi, ajouta Rina, Brenda Holt a tout abandonné. Elle nous a donné une liste d'autres documents qu'elle a notariés pour votre mère au fil des ans. Mon estomac se serra. D'autres documents? Nous avons trouvé une procuration d'il y a 5 ans, dit Rina. Et plusieurs demandes de prêts étudiants co-signées pour Caleb utilisant votre nom. J'ai fermé les yeux. Prêts étudiants. Combien, ai-je demandé. Environ 80 000 $, dit Rina doucement. Mais Logan, puisque nous avons ces aveux qu'elle a falsifié votre signature sur cela aussi, nous pouvons vous tirer d'affaire. Cela prendra du temps, mais vous n'aurez pas à payer. J'ai raccroché le téléphone. 80 000 $. Il me volait depuis des années. Chaque fois que Caleb retournait à l'école pour se trouver, il finançait ça avec mon score de crédit. J'ai regardé Sarah. C'est pire que je ne le pensais, ai-je dit. Mais c'est fini. Nous sommes rentrés à l'intérieur. J'ai verrouillé la porte. J'ai mis l'alarme. La maison était calme. C'était juste du bois, des cloisons sèches et du verre. Mais c'était à moi. J'ai réalisé alors que, payer en totalité, ne faisait pas référence à l'hypothèque. Cela faisait référence à ma dette envers ma famille. J'avais payé mon dû. J'avais toléré les insultes, les exigences, le manque de respect. Et maintenant le compte était fermé. J'ai dormi cette nuit-là pour la première fois depuis des années sans m'inquiéter du prochain appel de ma mère parce que je savais qu'elle ne pouvait pas appeler. Il vous enlève votre téléphone à l'enregistrement. Les roues de la justice tournent lentement, mais elles broient extrêmement fin. C'est ce que mon avocat, Monsieur Davis, m'a dit. Et pendant les 6 mois suivants, j'ai ressenti chaque rotation de ces roues. L'arrestation sur ma pelouse n'était que le début explosif. Le silence qui a suivi était plus difficile à naviguer. Ma maison, autrefois un champ de bataille, est redevenue calme. Mais c'était un calme lourd. J'ai passé des semaines à attendre le retour de bâton. Me réveiller à 3 heures du matin en vérifiant mes applications bancaires, convaincu qu'une autre hypothèque était apparue par magie ou qu'une autre carte de crédit avait été ouverte à mon nom, et il restait plein de surprises. L'enquête comptable médico-légale était comme peler les couches d'un oignon pourri. Le détective Chou et le bureau du procureur ont creusé partout. Ce n'était pas juste la maison. Ce n'était pas juste les 80 000 $ de prêts étudiants pour des diplômes que Caleb n'a jamais finis. Ils ont trouvé des cartes de crédit.
3 d'entre elles ouvertes il y a 4 ans utilisant mon numéro de sécurité sociale et une boîte postale dans une ville voisine dont je ne connaissais même pas l'existence. Ils les avaient maximisées, payé les minimums pour garder le score de crédit juste assez élevé pour ne pas déclencher d'alerte, et les avaient utilisés pour financer leur style de vie de country club. Chaque photo de vacances que j'avais vue sur le Facebook de ma mère, les voyages à Napa, les nouveaux clubs de golf pour papa, les sacs à main de créateurs, c'était tout moi. J'avais payé pour l'image même du succès qu'ils utilisaient pour me rabaisser. Ils me traitaient de radin tout en portant des vêtements achetés avec mon identité volée. Cette réalisation a fait plus mal que la maison. La maison était une tentative désespérée pour de l'argent. Les cartes de crédit étaient un parasite systématique de plusieurs années se nourrissant de mon avenir. Pendant que le procureur montait le dossier, Sarah et moi continuions à planifier notre mariage. C'était une étrange dualité. Le matin, je rencontrais des fleuristes et goûtais des gâteaux, parlant de nouveaux départs. L'après-midi, j'étais assis dans des bureaux stériles, signant des déclarations de falsification et examinant des preuves contre mes propres parents. Sarah était mon roc. Quand je voulais céder, quand je pensais à abandonner les charges juste pour arrêter la douleur, elle me rappelait la Porsche dans l'allée. Elle me rappelait la clause de possession immédiate. Ils n'allaient pas te laisser dormir sur leur canapé, Logan. Elle m'a dit une nuit, ils allaient te rendre sans abri. Souviens-toi de ça. La date du procès est finalement arrivée un mardi pluvieux de novembre. Je suis entré au tribunal du comté en tenant la main de Sarah. Le couloir sentait la laine mouillée et la cire à parquet. J'avais l'estomac noué. Je ne les avais pas vus depuis l'arrestation. Quand je suis entré dans la salle d'audience, ils étaient déjà là. Hélène et Robert Mercé étaient assis à la table de la défense. Ils semblaient différents, plus petits. Ma mère ne portait pas ses pastels vifs habituels. Elle était dans un gilet gris terne, l'air frêle et âgé. C'était un costume. Je savais que c'était un costume. Elle jouait la carte de la grand-mère confuse. Papa avait juste l'air vaincu, fixant la table. Et Caleb ressemblait à un fantôme. Il avait passé quelques semaines en prison de comté avant que la caution ne soit payée, utilisant un garant puisqu'il n'avait plus d'actifs, et l'expérience l'avait clairement terrifié. Il était rasé de près, portant un costume trop grand pour lui maintenant. J'ai pris place derrière le procureur. Je refusais de les regarder, mais je pouvais sentir leurs yeux sur ma nuque, brûlants. Les débats furent brutaux. L'avocat de la défense, un certain monsieur Sterling, qui avait l'air de coûter plus cher que ce que mes parents pouvaient se permettre, a essayé de peindre l'image d'un malentendu familial. Votre honneur, a argumenté Sterling dans sa déclaration d'ouverture. C'est une tragédie de mauvaise communication. Hélène et Robert Mercé essayaient simplement de gérer les actifs familiaux pendant une crise. Ils croyaient avoir le consentement implicite de leur fils. Ils essayaient de sauver leur plus jeune fils de dangereux usuriers. Ce ne sont pas des criminels. Ce sont des parents désespérés. Puis ce fut mon tour de témoigner. Marcher vers la barre ressemblait à marcher à travers des courants sous-marins. J'ai juré de dire la vérité. Le procureur m'a posé des questions simples. Avez-vous signé l'acte? Non. Avez-vous autorisé le remboursement? Non. Saviez-vous pour les cartes de crédit? Non. Puis M. Sterling m'a contre-interrogé. Il a essayé de me déstabiliser. Monsieur Mercé, dit-il, faisant les 100 pas devant la barre. N'est-il pas vrai que votre mère vous a aidé financièrement dans le passé? Elle m'a acheté des courses quand j'étais à l'université. J'ai dit, il y a 10 ans. Et n'est-il pas vrai que vous avez dit à votre frère que vous vouliez l'aider pendant le dîner du dimanche? Je lui ai dit de vendre sa Porsche. J'ai dit clairement. J'ai dit non. Explicitement. Mais vous saviez que sa vie était en danger, insista Sterling. Vous saviez qu'il était endetté envers des gens dangereux, et vous avez quand même refusé. J'ai regardé Caleb. Il se mordait la lèvre, des larmes se formant dans ses yeux. Je ne connaissais pas l'étendue de la chose, ai-je dit. Mais même si je le savais, ma maison n'est pas sa tirelire. Ma vie n'est pas son filet de sécurité. Donc vous valorisez la propriété plus que la vie de votre frère, répliqua Sterling. Objection, cria le procureur. Argumentatif. Retenu. Le juge a dit. J'ai regardé le juge.
C'était un homme plus âgé avec un visage taillé dans le granit. Il ne semblait pas impressionné par le théâtre de Sterling. Le vrai clou du cercueil n'était pas mon témoignage, cependant. C'était Brenda Hall. Elle avait accepté un accord. En échange d'une peine avec sursis et de la perte de sa commission de notaire, elle a témoigné contre ma mère. Quand Brenda a pris la barre, elle n'a pas regardé ma mère. Elle a regardé ses mains. Hélène m'a dit que Logan était d'accord. Brenda a dit, sa voix tremblante. Elle a dit qu'il était juste trop occupé pour venir. Elle m'a offert 5000 en espèces pour accélérer les choses. J'avais besoin d'argent. Mon mari a des factures médicales. Je l'ai tamponné. Avez-vous vu Logan Mercer signer le document, demanda le procureur. Non, chuchota Brenda. Hélène me l'a apporté déjà signé. Ma mère laissa échapper un halètement dans la salle d'audience. Menteuse, siffla-t-elle. Son masque de vieille dame frêle glissa une seconde. Le marteau du juge s'abattit. Ordre. Les preuves étaient accablantes. Les adresses IP de l'ordinateur portable de Caleb. Les SMS de maman à Brenda, les relevés bancaires montrant le virement de la société d'escrocs. Quand vint le moment de la sentence, le juge regarda mes parents. Il enleva ses lunettes et frotta l'arête de son nez. Je siège sur ce banc depuis 20 ans, dit le juge. Sa voix résonnait dans la salle silencieuse. J'ai vu des étrangers voler des étrangers. J'ai vu des entreprises voler des employés. Mais il y a quelque chose de particulièrement distinctif à propos de parents cannibalisant leur propre enfant. Il regarda ma mère. Vous prétendez avoir fait cela pour la famille, continua le juge. Mais vous avez détruit une famille pour sauver un mensonge. Vous avez vu votre fils aîné non pas comme une personne mais comme une ressource, un actif à liquider. Les intentions ne notarient pas les signatures falsifiées, dit le juge, sa voix se durcissant. Et la famille n'excuse pas la fraude. La sentence n'était pas la prison à vie. Ce n'était pas un film. C'était le vrai système judiciaire où les délinquants primaires sans casier judiciaire antérieur obtiennent souvent de la clémence. Mais c'était suffisant. Hélène et Robert Mercer reconnus coupables de falsification au second degré et de vol d'identité. Condamnés à 5 ans de probation, 500 heures de travaux d'intérêt général et une ordonnance de restitution pour rembourser chaque centime de la dette de carte de crédit et des frais juridiques. Ils étaient officiellement des criminels. Ils ont perdu leur droit de vote. Ils ont perdu leur statut social. Caleb Mercer reconnu coupable de conspiration et facilitation de fraude. En raison de sa coopération concernant les détails du réseau de jeu, il a obtenu 3 ans de probation et une cure de désintoxication obligatoire pour le jeu. Et puis le juge a émis l'ordonnance que j'attendais. Le tribunal déclare par la présente l'acte de renonciation enregistré à cette date comme nul et non avenu ab initio. Le titre est entièrement restauré à Logan Mercer. Le nuage sur le titre est levé. C'était fini. Alors que l'huissier les conduisait dehors pour traiter leurs papiers de probation, ma mère s'arrêta près de l'allée où j'étais assis. Elle n'avait plus l'air frêle. Elle avait l'air froide. « Es-tu heureux, Logan ?» chuchota-t-elle. « Tu as ta maison et tu n'as plus de mère. » Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai vu les lignes de manipulation gravées sur son visage. J'ai vu une femme qui ne m'avait jamais vraiment aimé, seulement ce que je pouvais fournir. « Je ne suis pas heureux, Hélène, ai-je dit. Je ne l'ai pas appelée maman. Je suis en sécurité et c'est mieux. » Elle tressaillit. L'huissier la poussa en avant. Je suis sorti du tribunal sous la pluie. Sarah attendait avec un parapluie. Elle l'ouvrit et me tira contre elle. « C'est fait ?» demanda-t-elle. « C'est fait » ai-je dit. J'ai pris une profonde inspiration du froid. L'air humide avait le goût de la liberté. 6 mois après le procès, un samedi soir chaud, je me suis assis sur mon porche avant. Le panneau vendu était un souvenir lointain. Les trous dans l'herbe où ma mère l'avait enfoncé étaient comblés depuis longtemps. Le chêne que j'avais planté était entièrement feuillu, projetant une longue ombre protectrice sur l'allée. À l'intérieur, je pouvais entendre Sarah rire. Elle était au téléphone avec son père, parlant probablement du décompte final pour le barbecue que nous organisions le lendemain. Nous nous sommes mariés il y a 2 mois. C'était une petite cérémonie. Mes parents n'étaient pas invités. Caleb n'était pas invité.
C'était le jour le plus paisible de ma vie. J'ai pris une gorgée de montée glacée et regardé l'allée. Je me suis souvenu de la Porsche blanche. Je me suis souvenu du sentiment d'être assiégé. Je me suis souvenu de la façon dont mon cœur martelait quand j'ai réalisé que les gens qui étaient censés me protéger étaient ceux qui tenaient le couteau. Pendant longtemps, je me suis senti coupable. C'est la chose à propos des abus, surtout financiers, de la part des parents. Ils vous entraînent à vous sentir coupable d'avoir des limites. Ils installent des boutons dans votre psyché sur lesquels ils peuvent appuyer chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. La famille est de la famille. Il a fallu un juge, un détective et une montagne de preuves pour me déprogrammer. J'ai réalisé que ce qu'ils ont fait n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était un calcul. Ils ont calculé que ma conformité valait moins que leur confort. Ils ont calculé que je serais trop faible, trop obéissant pour riposter. Ils ont parié contre moi et ils ont perdu. Mon rapport de crédit est enfin propre. Les 80 000 $ de prêts étudiants frauduleux ont été acquittés après que j'ai envoyé le jugement du tribunal au gestionnaire de prêts. Les cartes de crédit sont fermées. La maison est verrouillée avec tous les services d'alerte de fraude que l'argent peut acheter. Je ne leur ai pas parlé. J'ai entendu d'un cousin que papa travaille comme hôte d'accueil dans une quincaillerie pour payer la restitution. Maman dit apparemment à qui veut l'entendre qu'elle est la victime d'un système juridique corrompu et d'un fils ingrat. Elle n'a pas changé. Elle ne changera jamais. Caleb est dans une maison de transition. J'espère qu'il ira mieux. Vraiment. Mais je ne m'immolerai plus par le feu pour le garder au chaud. Sarah sortit sur le porche et s'assit à côté de moi sur la balancelle. Elle posa sa tête sur mon épaule. « Tu penses à eux ?» demanda-t-elle. « Pas vraiment, ai-je dit. » Et c'était vrai. Je pensais à la fondation. La fondation de la maison. Non, ai-je dit en prenant sa main, la fondation de nous, de cette vie. J'ai regardé la rue. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Je pensais que la famille était quelque chose dans laquelle on essaie, lui ai-je dit. Comme une assignation biologique. Tu as ce que tu as, et tu dois faire avec, peu importe à quel point c'est toxique. Et maintenant, demanda Sarah. Maintenant, je sais que la famille est un choix, ai-je dit. Ce sont les gens qui se présentent. Ce sont les gens qui respectent ton nom. Ce sont les gens qui n'ont pas besoin que tu sois plus petit pour qu'ils puissent se sentir plus grands. J'ai serré sa main. Tu es ma famille, Sarah. Ton père est ma famille. Cette maison, ce n'est pas juste un actif. C'est la ligne que j'ai tracée dans le sable. La maison avait cessé d'être une corde de tir à la corde. C'était juste une maison à nouveau. Ma maison. Je me suis levé et étiré. L'air sentait le charbon de bois et l'herbe coupée. L'odeur d'une vie normale. Viens, ai-je dit à ma femme. Allons allumer le grill. Nous sommes rentrés et avons verrouillé la porte derrière nous. Pas parce que nous avions peur de ce qu'il y avait dehors, mais parce que nous voulions chérir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais récupéré ma propriété, mais plus important encore, j'avais récupéré mon récit. Je n'étais pas le frère égoïste. Je n'étais pas le fils ingrat. J'étais l'homme qui avait survécu. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Ce n'était pas facile à revivre, mais je voulais partager cette histoire parce que je sais que je ne suis pas seul.